au-delà de l'action vert, il y a même des enjeux qui, nous on le pose un peu comme ça avec le droit culturel, en fait c'est comment est-ce que la médiation devient une relation. Comment est-ce que après le concert, effectivement, au-delà des actions qui sont menées, etc., il y a des débats qui se forment ici, parce qu'une fois que le concert est fini, les gens restent, ils n'ont pas fini de manger, etc. Il y a des gens qui se sont rencontrés ici de manière complètement indépendante de ce qui pouvait être imaginé. Et on a un début de terrain intéressant pour nous qui nous amène à cette question de la réciprocité qu'on a beaucoup discuté avec Khadi, avec Katia, avec Juliette. Et pour revenir au Sabar, on a ces éléments patrimoniaux, de partage culturel, etc. Et Khadi, on s'était posé la question au début avec le regard des universitaires, des chercheurs, des institutions qui enquêtent, qui font des recherches sur ces sujets-là, quel est le rôle des communautés dans cette discussion? Des personnes qui sont les premières potentiellement concernées du récit à la fois qu'eux ils portent, mais du coup du récit qu'on fait sur le récit, du récit qu'on fait d'eux. Est-ce qu'ils participent à cette discussion ou est-ce que les personnes qui font des articles universitaires, etc., les font en dehors de ces espaces? C'était un peu le sujet. Et donc je me tourne peut-être vers Juliette, Katia, c'est des sujets qu'on avait évoqués ensemble. Donc de votre endroit à vous, alors on a des conservatrices dans un musée, on a une jeune chercheuse en anthropologie, etc. Comment est-ce qu'on parle de ça, de ces choses-là quand on apprend, peut-être en tant qu'étudiante? Est-ce qu'on évoque un peu ce genre de dilemme aussi, de sujet? Et en tant que à la direction d'une institution patrimoniale, est-ce que ça fait partie des questionnements quotidiens, à la fois peut-être d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue éthique, quoi? Est-ce qu'on aborde ces choses-là? On commence par l'institution. On devrait l'aborder beaucoup plus qu'on ne le fait. Ça, j'en suis convaincue. Ici, particulièrement, enfin, ici pas particulièrement, mais autant ici que justement dans des régions dont on se dit qu'elles sont habitées par des populations dites traditionnelles. J'aime pas du tout ce mot tradition, les autochtones. Bon, après, il y a une autodénomination. Effectivement, il se trouve qu'aujourd'hui, les Amérindiens souhaitent qu'on les nomme plutôt population, groupe autochtone. Moi, ce qui m'a profondément habité, marqué, et ce que j'ai appris vraiment en faisant ce métier en Guyane, c'est que quand j'arrivais avec une idée, une envie, un projet, ça marchait pas. Et que ce qui marchait, c'est quand on venait me chercher, parce qu'on savait ce que j'étais capable de faire et ce que je pouvais, justement, faire pour des gens qui avaient déjà des envies, qui savaient déjà en fait ce qu'ils voulaient faire. Mais simplement, ils ne savaient juste pas comment. Comment on fait une expo, comment on fait un livre, comment on monte un projet itinérant, comment on organise une rencontre publique qui ne soit pas juste de l'entre-soi, mais qui ouvre justement à ceux à qui on a envie de dire des choses et qui souvent ne nous entendent pas. Voilà. Et ça, moi, je savais faire. Je sais faire une expo, je sais faire un livre. Et c'est la citation qui, parfois, on attribue à Mandela, parfois on l'attribue à Gandhi. Enfin, je pense que c'est toujours la même. Hein. C'est arrêter de faire sur nous sans nous. Si vous faites sur nous sans nous, vous faites contre nous. Et ça, moi, je l'ai vraiment bien appris en Guyane. Et du coup, ici, à Bordeaux, je m'y emploie, alors de manière, encore une fois, plus compliquée. Je trouve que j'ai vraiment beaucoup plus de mal à trouver le moyen de le faire. Mais il y a des temps dans l'année où on arrive à construire des événements qui sont vraiment des événements avec des représentants culturels, de représentants, je ne sais pas comment les nommer d'ailleurs non plus, et eux non plus, ça peut être... mais je peux donner plein d'exemples. En 2015, c'était le centenaire du génocide des Arméniens. On a fait des choses avec la communauté arménienne de Bordeaux, parce qu'il y a vraiment une communauté. On est en train de monter un projet avec des rescapés du génocide des Tutsis. Là, on vient d'entrer encore dans un cycle de commémoration cette année, 2024, c'est les 30 ans du génocide. Et là, voilà, à chaque fois, on vient nous chercher, parce qu'on est un lieu qui fait caisse de résonance, on est un lieu qui fait aussi caisse de reconnaissance, justement, d'un drame, d'un génocide, malheureusement, les deux exemples qui me viennent, c'est l'exemple
voilà, de moments épouvantables de ce XXe siècle qu'on a connu beaucoup. Enfin, ces deux-là ont été absolument terrifiants, mais il n'y a pas que. On voit bien qu'on vient nous chercher quand même, mais à chaque fois, voilà, dans des domaines et sur des sujets bien spécifiques. Mais je ne peux pas dire qu'au quotidien, on est habité par les droits culturels et qu'au quotidien, on construit notre programmation avec. On la construit, on la propose, et bien souvent, on est quand même dans une dimension de, voilà, on vous sert quelque chose qu'on aura fait sans vous. Julie, tu voulais donner un point de vue du coup en tant qu'étudiante et puis jeune chercheuse maintenant, qui est en plein dans ce genre de questionnement aussi, avec tes projets, je sais. Oui, tout à fait. Je pense que je peux parler avec des points de vue différents, celui aussi justement de l'institution de l'université. On parle de la pratique de l'anthropologie, après effectivement la pratique de l'anthropologie en tant que telle, c'est quand même considéré comme une discipline, une science relativement récente, d'un point de vue de la recherche, de l'université, etc. Et qui du coup est aussi, je me dis que j'ai la chance d'être actuellement chercheuse dans ce moment justement où il y a des questionnements, des re-questionnements sur les pratiques, sur qu'est-ce que l'anthropologie, qui parle d'anthropologie, qui est anthropologue, de quel point de vue, etc. Comment est-ce qu'on parle justement des communautés qu'on étudie, de quel point de vue on en parle, de la manière dont on interagit avec. Et donc ça, à l'échelle justement de la discipline de l'anthropologie, de l'institution de l'université, il y a quand même actuellement voilà, ce re-questionnement sur les pratiques. Et du coup, moi en tant qu'actuelle doctorante et donc jeune chercheuse qui construit en ce moment mes propres pratiques d'anthropologue, je pense que je suis assez contente de vivre justement cette période de questionnement pour réfléchir directement en fait au fur et à mesure que je construis mes pratiques à ces enjeux-là. Et pour revenir sur la partie plus au point de vue institutionnel de l'université, je pense qu'on est vraiment à un moment juste d'effleurement de ces sujets et que ça nécessite vraiment une saisie de la part des différentes universités sur la manière de remettre aussi en question les méthodes d'enseignement, ce qu'on enseigne dans les cours d'anthropologie pour vraiment beaucoup plus prendre conscience de ces enjeux d'éthique, de ces enjeux de relations, de ces enjeux de participation des communautés, de pratiques à développer. Et ne serait-ce que commencer par réunir les différents acteurs autour de la table pour comprendre les points de vue, pour comprendre qui parle, de quelle place, avec quels enjeux. Je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment la base en fait de nouvelles pratiques à développer. Donc voilà. C'est intéressant parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de dire que en fait, la première piste qui vient en tête quand on pose la question, la première étape, même de l'enseignement de ces environnements de recherche-là, est-ce qu'en fait la première piste de résolution de notre dilemme, c'est pas qu'il faut faire, si on veut parler du sabar, il va falloir faire un sabar sur le sabar. Est-ce que c'est pas ça la réponse en fait? Si vous voulez parler de nous, parler avec nous, c'est déjà un peu le début de l'équation en fait, non? Est-ce qu'on tient quelque chose? Ça dit. Tout à fait, je rejoins vraiment beaucoup ce que Katia disait sur de faire sans nous ou de faire avec nous. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Ce rapport nord-sud n'est pas un rapport réciproque. C'est un rapport qui arrive de loin, avec un historique, des zones qui ont été colonisées, à qui, dans la pensée, c'était de les éduquer, parce que justement les codes qui étaient sur place n'étaient pas compris, comme dans le savoir quand on les voit de loin, mais alors c'est tellement codé, et qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on peut avoir deux griots qui jouent la musique, et ils vont jouer, on va entendre du son, ils sont en train peut-être de nous insulter, sans qu'on sache, et ça peut arriver. Quand ils s'appellent par le son. Donc quand on est en dehors de ça, déjà on ne comprend pas. Donc la nécessité de prendre en compte quand même les faits historiques et de là où on est parti, dans ce rapport au nord global, en nord-sud, fait que pour moi de suite il y a déjà quelque chose qui est déréglé. Cette palabre-là, en Afrique on a l'habitude de ça.
On a l'habitude de palabrer, c'est discuter, c'est échanger. Pour voir, quand on cuisine, on regroupe les ingrédients. Si je dois faire un bon thieboudienne pour reprendre le culinaire, je vais au marché, je vais acheter mes légumes. Mais effectivement, si je pose tous les légumes sur la table, parce qu'il y a A, il y a B, on a vraiment mixé pour pouvoir avoir un résultat. Et ces sentiments-là que je pense que je ne porte pas seul, mais que tous les artistes qui sont là, c'est pas qu'ils ne savent, qu'ils n'ont pas de projet ou qu'ils ne savent pas quoi faire, mais c'est comment. Et quand on arrive d'une culture où finalement l'école de la vie prédomine sur l'école entre guillemets technique, parce que la première école chez nous c'est la vie déjà. Et qu'on ne considère pas que le fait d'aller à l'école, là on est instruit. Les gens ont déjà leurs connaissances, il y a beaucoup de personnes qui ont plein de connaissances, des connaissances différentes. Et toutes les connaissances sont considérées. Il n'y a pas forcément une qui prédomine. Ce qui fait que quand on a passé du temps avec sa famille, ses parents, qu'on soit pêcheur, qu'on soit griot, qu'on soit peu importe, on a déjà des connaissances. Et quand on arrive ici dans ce système, ce qui est difficile, c'est que ces artistes-là aussi qui arrivent avec leur patrimoine, avec leurs connaissances, sans les codes qu'il y a ici, ça équivaut à zéro. Déjà en tant qu'artiste, si on n'a pas une structure, une association, le Balema, elle peut avoir la place Saint-Michel parce que c'est une association. C'est aussi des codes culturels et c'est normal qu'il faut les respecter, mais le temps de pouvoir les comprendre, parce que ça ne se passe pas du tout pareil de la même manière. Quand on n'a pas forcément été à l'école et qu'on n'a pas quelqu'un de nous pour nous aider, qu'on n'a pas de structure sur place pour accueillir les artistes, en tout cas les artistes immigrés, parce que déjà à Bordeaux on manque de maisons, de boîtes de production, d'accompagnement d'artistes. On en a, mais vu le nombre d'artistes qu'il y a, déjà les niches deviennent très, très serrées. Et c'est cette volonté-là qui nous a poussé déjà dans la communauté artistique africaine de créer le CABNA, qui est un collectif des artistes africains de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça s'est monté il y a 3 ans. C'est parti de là. On a tout discuté, on s'est dit en fait c'est très compliqué. On sait qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire sur l'organisation de manière générale pour pouvoir arriver à la hauteur de ce truc ici qu'on appelle être carré. Parce que pour nous, être carré, c'est pas avoir de la valeur. On fait vraiment la différence. Quelqu'un peut être très gentil, avoir des valeurs humaines magnifiques, mais ne pas forcément rentrer dans ce milieu-là, ça s'apprend. Et ça, c'est ce qui fait les écarts qui font que c'est compliqué. Finalement, on ne fait plus ensemble parce que en face, on va trouver que ouais, et du coup, on arrive à se retrouver mais qui reste que sur des aspects très organisationnels. Et quand l'artiste n'a pas ça à côté, quand l'artiste doit aussi, en plus de son art, devoir rattraper tout ça, au bout d'un moment, ils abandonnent. Donc, ce qui fait que ça appauvrit ce qu'on fait. Donc, le faire sans nous, pour nous, on considère que c'est pas juste. Donc, finalement, sans que ce soit la faute de quelqu'un, mais c'est des thématiques sur lesquelles je trouve crucial vraiment de réfléchir et d'arriver à dire comment on peut faire pour que tout le monde soit à l'aise et que c'est juste normal que quand on parle d'un sujet et que les concernés soient là. Et voilà, je fais juste une petite parenthèse sans vouloir... C'est ces sentiments-là aussi qu'on a sur tout ce qui se montre sur l'Afrique. Il y a l'Afrique institutionnelle, parce qu'il y a aussi ces deux parties-là. Nous, on considère que les artistes qui sont là, vu que les institutions, souvent on n'y est pas forcément, mais les gens montent leur assaut et se débrouillent avec leur public. Le Sabar à Saint-Michel s'est monté comme ça, jamais eu de subvention. Cette année, on a eu un tout petit peu pour accompagner la logistique des billets des artistes. Et ils m'ont dit, mais comment vous avez réussi à faire ça depuis 10 ans, mais sans... On ne vous connaît pas. Et j'ai dit, moi les Bordelais nous connaissent, ça nous suffit. Donc peut-être qu'à partir de là, peut-être qu'on va se faire accompagner parce que peut-être que les droits culturels, peut-être que les réflexions vont faire, ah ben c'est quand même quelque chose à soutenir. Ça roule beaucoup de monde. Donc ce qui se fait sans nous est compliqué pour nous de l'admettre. De toute façon, je vais poser une question à vous deux à nouveau, donc vous pourrez peut-être répondre. C'est là, on avait le début de la piste, c'était déjà effectivement d'avoir début de remise en question des notions de hiérarchie, d'organisation qui font que déjà on ne sait pas qui doit parler de quoi. Déjà, il y a un début de réponse à cet endroit-là. Mais je pense que même en tant qu'artiste, en tant que programmateur, il y a une deuxième question qui se pose, c'est que même si on s'inscrit un peu dans cet horizon plus large d'interprétation sur le fait que ce qu'on fait, c'est pas uniquement de la production, diffusion, programmation avec des publics d'un côté
des artistes de l'autre. Encore faut-il poser la question du cadre, du contexte dans lequel on est en train de parler. Est-ce qu'on a le temps? Parce que là, Khadi vient de soulever un enjeu, c'était le temps long. Et si on parle d'école de la vie sur le fait qu'on construit ces représentations des uns des autres, ça veut dire que c'est parfois des choses qui se font probablement sur des années, parce qu'on se connaît, parce qu'on développe des notions de confiance, de réciprocité. Et quand on est artiste aujourd'hui, j'imagine que j'ai déjà eu la conversation, donc je le sais, on est souvent aussi nous-mêmes embarqués dans des logiques de financement qui nous poussent à pas tellement avoir le temps de se poser ces questions-là avec ceux qui nous invitent, et puis pareil pour les lieux qui sont parfois en film tendu parce qu'ils ne sont pas forcément soutenus pour être eux-mêmes des espaces de débat sur qu'est-ce que c'est que la culture et qu'est-ce que c'est que l'art. Donc est-ce que vous avez est-ce que ça fait partie des combats à faire? Est-ce que vous arrivez à trouver ces temps-là, ou est-ce que c'est sur le plan humain, personnel, vous arrivez parfois à avoir des discussions qui vont un peu au-delà avec des lieux, avec des financeurs, etc. Ou est-ce que c'est impossible? Est-ce qu'il y a des lieux qui le permettent plus que d'autres? Alors, le rapport au lieu pour un artiste, assez simplement, je vais te répondre, c'est pas trop. Enfin, en tout cas, quand tu es un artiste entouré, qui est un tourneur, c'est pas toi qui gères, tout simplement. Tu peux avoir des exigences que tu peux amener auprès de ton tourneur, mais c'est quand même ton tourneur qui va créer ce lien entre ta musique et les lieux, c'est pas toi. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va dire, un impact assez limité. En revanche, j'ai envie de te dire, élargir la conversation, ça se fait quand tu es un artiste, souvent après le concert, quand tu vas vendre des disques, ou voilà. Et ça se fait aussi par la proposition en fait, que tu fais. Donc, pour te retracer un peu mon historique, moi je suis quelqu'un qui vient pas du tout de la musique du monde à la base, vraiment, je suis plutôt quelqu'un qui vient un peu comme toi d'ailleurs de ce qu'on appelle la musique indépendante. Et puis avec le temps, je suis quelqu'un qui s'est intéressé aux musiques du monde, qui a abordé la kora de manière un peu naïve parce que je suis un guitariste classique qui a voulu développer son jeu sur un instrument que j'ai un peu volontairement abordé à ma manière. Alors, il y a une raison à ça, c'est parce que j'estime qu'en fait, il y a des gens qui portent ce patrimoine tellement bien que je ne vais pas essayer de faire semblant et essayer justement ou de les remplacer ou d'essayer c'est pas le but, mais de concurrencer sur leur terrain, parce qu'en fait, en gros, c'est déjà un instrument comme la kora, c'est un instrument qui, pour être joué de manière traditionnelle, demande de baigner dedans extrêmement tôt, parce que c'est une logique, c'est vraiment une culture orale et c'est une culture de la mélodie, du dialogue, etc. Dans lequel tu... Boubacar, alors je ne vais pas parler à sa place parce que justement c'est assez problématique, mais voilà. Même moi ce que je me disais, mais moi justement je parlais de... Bref. Il me raconte souvent cette histoire que lui en fait il a finalement pas joué de kora pendant longtemps, et puis en fait quand il s'y est mis il en a presque joué immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait son père jouait la kora, il a toujours entendu la kora, il a toujours vu jouer même. En fait finalement quand il a pris cet instrument, alors, il n'est pas là, sinon je l'aurais ramené pour Léo. Peut-être que je trahis un petit peu ce qu'il dit, mais voilà, c'est vraiment, c'est juste que moi cette anecdote, elle me revient souvent dans la tête parce qu'il y a vraiment cette notion qu'en fait c'est irremplaçable. C'est-à-dire ce truc, moi je vais pas prendre la kora demain et faire la même chose, c'est pas possible, parce qu'en fait il y a un bagage qui est une transmission qui est ineffable comme ça en fait. Et donc la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que moi quand j'ai abordé l'instrument, et je me suis dit, fais quelque chose qui est aussi naturel pour toi sur cet instrument que c'est pour lui. En fait, tu vas transmettre toi ce que tu as à transmettre dessus. Tu vas respecter l'instrument parce que tu vas vraiment plus y amener quelque chose d'assez naïf, assez naturel. Et puis de fil en aiguille, même sans que j'ai rien demandé, en fait, ça m'a amené justement à jouer avec des joueurs traditionnels parce que tout de suite on a voulu me les faire rencontrer. Donc la première fois que j'ai joué avec quelqu'un comme ça dans une collaboration, c'était avec Balaké Sissoko, il y a quelques années de ça, maintenant ça fait depuis 2000. Je crois que ça commence en 2006. Voilà. Et on avait ce duo en fait, que j'ai appris en fait continuer, ce projet de justement de rencontre des deux univers en fait, de cette approche de la kora et de la kora traditionnelle, c'est quelque chose que j'ai commencé avec lui, qui en fait s'est prolongé quand j'ai rencontré Boubacar, qui lui est en plus l'élève de Balaké, vraiment de cette tradition-là, son cousin et son élève, voilà. Et donc en fait on a vraiment continué ce chemin tous les deux. Voilà. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous en fait c'est vraiment plutôt dans cette approche qu'on ouvre le débat. Parce qu'on est vraiment sur une notion de dialogue, on est vraiment sur justement à essayer d'interroger ça, d'interroger comment justement moi en tant qu'occidental, j'approche une tradition
qui n'est pas la mienne en plus, et comment je le fais avec respect, et comment je le fais dans le dialogue, et comment justement je laisse la place à cette tradition-là, mais sans faire quelque chose de plus traditionnel, parce qu'on essaie aussi de faire autre chose, de proposer autre chose, et puis quelque chose qui représente, on considère quand même que voilà, ça représente aussi quelque chose d'assez contemporain. Mon existence à moi, ma curiosité pour ces musiques-là, qui est, au travers de mon parcours culturel et mon cheminement personnel, aussi une forme d'ouverture, mais sans que cette ouverture devienne de la réappropriation, parce que ça c'est un vrai problème aussi. Voilà. Et ça c'est toujours la frontière très difficile à trouver, c'est toujours quelque chose qui, voilà, souvent on pose la question, mais tu joues de la kora, t'es occidental, et donc c'est des choses voilà, sur lesquelles j'essaie toujours d'avoir un positionnement, même moi je me questionne toujours, un positionnement juste, c'est pas toujours simple. Mais voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces problématiques-là, nous, c'est plutôt là qu'on va les ouvrir. C'est plutôt là que ce dialogue va être créé. C'est dans ce qu'on va proposer, et c'est dans les dialogues qu'on va avoir sur ce type de musique derrière, et ce qu'on va en dire aux gens quand ils vont venir nous en parler. Voilà. C'est juste là qu'on a des leviers. Et les leviers, je vais dire le dernier truc, après j'essaie quand même de poser la parole, mais c'est effectivement dans toutes ce que je disais quand on fait de la médiation. Alors on a fait des choses avec, moi j'ai fait des choses avec des publics empêchés, j'ai fait des choses avec, dans les prisons, avec des collèges, avec des publics de réfugiés aussi, j'ai fait récemment en fait, et en fait, on va dire dans un peu tous les publics avec lesquels je travaille, il y a ce truc qui est très intéressant, c'est que le fait d'aborder à la fois ce côté de la tradition, d'essayer justement quand il y a des gens qui sont voilà, d'origine diverse, qu'ils amènent aussi leur patrimoine et leur tradition, c'est hyper important parce qu'à la fois donc, quand on travaille avec, je sais pas, j'ai travaillé dans la campagne près de chez moi en Normandie, il n'y a pas une diversité culturelle folle, et quand on leur amène des choses comme ça, justement c'est plutôt un vecteur d'ouverture. Et à l'inverse, pour avoir travaillé dans des zones plus urbaines, c'est pas pour faire, je ne veux rien caricaturer, mais c'est quand même effectivement de facto plus local. Quand on est dans des zones plus urbaines, on a plus de mixité, et donc dans ces endroits-là, justement parfois, je me suis retrouvé dans des bahuts où, en fait, des gamins qui n'avaient jamais l'occasion de mettre en avant leur patrimoine d'origine, etc., tout à coup se retrouvaient valorisés au travers de quelque chose que les autres élèves ne soupçonnaient pas d'eux, parce qu'ils savaient, ils savaient ce que c'était que cet instrument qu'on jouait, du coup ça développait, ça leur faisait parler de leur patrimoine, et de fil en aiguille, au fil des ateliers, ces gamins-là se retrouvaient à regarder complètement différemment par leurs camarades. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que en fait nous c'est là qu'on amène de l'ouverture et qu'on essaie d'insuffler, on va dire, du lien entre les publics en fait, enfin dans les publics en fait, du lien entre les gens. Voilà. Les politiques culturelles entre guillemets, les rapports avec les lieux, c'est vraiment plus du fait des gens qui nous entourent. On essaie de les orienter, de les guider quand on peut. Mais moi je mets quand même un point d'honneur à être assez tout terrain et surtout à essayer de systématiquement faire passer un peu ce que j'ai à faire passer dans quel que soit le contexte dans lequel je me situe, et pas sélectionner ça justement avec capable de partout. Olivier, du coup, la question s'adresse un peu du coup au lieu. Est-ce que tu arrives à trouver des espaces comme ça un petit peu pour reposer cette question-là? Alors je vais prolonger, alors c'était bien effectivement que Yann soit là avec Soit Delors, parce que justement ça illustre même artistiquement très bien le débat finalement. C'est le hasard du calendrier, mais finalement il n'y a pas de hasard. D'accord. Oui, je rebondis sur le lieu. Alors c'est vrai que alors je rebondis sur plusieurs questions. La question du tourneur. C'est vrai que moi les gens qui encadrent les artistes, on est souvent dans une relation pas souvent, mais enfin, de temps en temps on va dire, je vais pas très achat-vente. Et moi j'ai besoin de parler du cadre, par rapport à ce qui me regarde ici, par rapport au lieu, j'ai besoin de parler dans quoi on amène les artistes. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans ton cas. Mais c'est vrai que c'est parce que peut-être on n'est pas habitué à... Alors est-ce que c'est le fait que ce lieu est spécifique dans sa rencontre à la fois entre le côté comme peut-être un maquis africain, entre restauration, musique, brassage, voilà. Mais on n'est pas dans une SMAC, donc c'est vrai que j'ai besoin de l'expliquer, parce que ça engendre pas mal de choses. Il y a des artistes, j'ai fait venir en 2018 Mathieu Bogarts,
je vais bien quand même expliquer, vous connaissez bien. Voilà, quand il arrive ici, il n'était pas habitué à ce type de cadre. Voilà, des enfants qui courent et des gongs qui font boum. Et voilà. Mais ça, c'est la vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça la vie. Enfin, je veux dire, c'est un brassage. Ça, c'était la question du lieu. Donc c'est vrai qu'encore une fois, je trouve que ce lieu, en tout cas, représente bien ça. Je regrette que les gens de l'encadrement, et avec le recul, finalement, je les invite à venir, d'ailleurs, plus souvent, à venir se rendre compte, parce qu'on passe de belles soirées, mais je parle pas de quantitativement, vous voyez, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe avec le public ici, qui est vraiment très chouette. Ça c'est la question du lieu. Je voulais parler, oui, par exemple, sur le monde créole, sur les soirées créoles. Ça c'est, je pense, une grande réussite ici, depuis longtemps, mais notamment depuis 2018, et pas que des gens comme Daniel Barreau. La communauté créole se retrouve massivement sur la programmation ici. Pourquoi comparé peut-être à d'autres lieux ici? Parce que je pense que le cadre s'y est tout à fait, ce type de musique. Voilà. Pas uniquement, hein, mais là je prends un exemple. C'est vrai sur la musique malgache aussi, enfin c'est des Afriques, voilà, mais sur beaucoup de. Voilà, mais il y a un cadre. Alors après c'est la question du cadre aussi. Parce qu'aujourd'hui les SMAC, j'ai rien contre les SMAC en particulier, conversant souvent avec celles d'ici, mais vous voyez, je veux dire, le cadre, est-ce que le cadre, il n'y a pas de question là-dessus. Est-ce que finalement, le fait, ici vous avez des publics qui viennent, on en parlait tout à l'heure, et avec toi notamment, qui viennent à la rencontre, les yeux fermés, qui d'un second ont des chocs culturels ou pas, d'ailleurs, finalement, et ils n'auraient peut-être pas rencontré ces artistes si vous avez joué dans un endroit qui était... Voilà. Et je voulais juste finir sur le cadenas, justement, pour revenir sur le côté intergénérationnel aussi, et ça c'est quelque chose dont on avait parlé, Ravi si tu te souviens, qui m'a semblé, qui s'illustrait plusieurs fois, à la fois sur la rencontre entre les artistes locaux, donc faisant partie du collectif Cadenas, et les artistes internationaux. Moi, il m'apparaissait important que ces petites capsules qu'on a créées dans cette programmation, on puisse faire rencontrer ces artistes, pour éviter forcément, enfin pour éviter des fois l'entre-soi. Voilà. C'est bien l'entre-soi, c'est sympathique, voilà, mais c'est bien les échanges d'expériences, vous voyez, voilà. Ça me semble important. Et notamment, il y a été un grand succès avec cette soirée avec Sami Galbi, Mostafa El Arfi et Racel Hanout. Donc Mostafa El Arfi, donc joueur qu'on connaît bien ici sur Bordeaux, dépositaire vraiment de sa culture, de l'oud, de tout ça, avec un groupe qui venait de l'électro-Shahadi de Bordeaux, et Sami Galbi, un électro-rail, venant d'ailleurs, lui marocain, vivant en Suisse. Grand succès, les gens ne se connaissaient pas. Et je crois même qu'il y a eu des idées d'échanges artistiques. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on essaye d'opérer, alors pas tous les jours, mais voilà, ça me semble intéressant, ces rencontres, ces partages, et voilà. Peut-être juste pour... je suis très heureuse de t'entendre ce que c'est Yann. Parce qu'en fait, c'était aussi je trouvais un positionnement et des réflexions très, très justes par rapport à l'appropriation culturelle, par rapport à... Parce que c'est des questions très gênantes. En tout cas, il faut en parler. Parce que finalement, beaucoup de personnes n'est bien dedans parce qu'on n'en parle pas. Et on ne sait pas, la limite est très juste. Et je trouve justement intéressant de dire que je ne peux pas prendre une place de quelqu'un, mais à partir justement de qu'est-ce qui fait que la musique, la danse, quel que soit ce qu'on porte, on parle tous de la même chose, avec des portes d'entrée différentes, qui porte quoi, qui parle de quoi, et qu'est-ce qu'on transmet. Et ça, c'est... Moi, je travaille depuis plus de 20 ans avec un percussionniste blanc comme neige, qui est détenteur aussi vraiment d'un patrimoine autour de la percussion du djembé, qui s'appelle Aurélien, il est par là, hein, il n'est pas très loin. C'est un artiste qui, justement, on n'a jamais eu de problème parce qu'il est très clair sur cette histoire d'appropriation culturelle. Il en parle de façon très 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 bien, et lui-même il est contre, parce qu'il a justement éclairci sa place, il sait ce qu'il a reçu, il sait comment le transmettre, et il sait garder une relation avec les gens qui lui ont transmis. Il n'y a pas de coupure.
Et à partir du moment où on ne se sent pas, on vient, on puise, on nous laisse, cette notion de limite, on vient voler et on part, après on brouille les pistes, il n'y a jamais eu ça. Et c'est très intéressant parce qu'en se posant ça, mais en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gêne. Et ça me semble être juste normal finalement. Et je rebondis sur ce que disait Olivier parce que ce lieu-là, le fait que ce soit approprié à plein d'autres cultures, du fait même que dans sa nature et comme c'est, bien sûr ça correspond parce que le sabbat par exemple, vous enfermez un sabbat dans une salle, vos oreilles, c'est pas fait pour ça. Donc ça veut dire que dans les pays d'origine même de ces patrimoines-là, on doit tenir compte du cadre dans lequel ça se joue. Et d'être à Saint-Michel, c'était l'objet. Je me suis dit réunir plus de 15 musiciens dans une salle, les oreilles ne vont pas supporter, le son va nous revenir aux oreilles, donc c'est naturel pour nous que ce soit dehors, parce que ça se passe dehors. Donc ici dehors c'est l'espace public, et le fait de se retrouver avec un lieu comme la Guinguette, j'ai toujours aimé ces lieux parce que justement, en fait on s'y sent bien parce que c'est comme à la maison. On n'a pas un cadre fermé, il y a l'eau à côté, il y a les arbres, en fait il y a tout ce qu'on retrouve en Afrique aussi. Donc la notion de spectacle, je vois qu'il y a quand même une différence entre l'industrie purement du spectacle, je suis intermittent du spectacle depuis 15 ans, et effectivement on a du mal à séparer les deux. C'est pas une industrielle? Non mais je me suis rendu compte que je ne suis pas du tout une industrie créative et culturelle. Je n'ai pas les codes, je ne les ai pas assez. Je sais juste que je sais ce que je veux faire. Et je me suis beaucoup questionné sur justement quel genre d'artiste je suis. On me représente comme une artiste, mais celui qui me représente comme artiste, qu'est-ce que cette personne attend? Est-ce que ça correspond à ce que je suis aussi réellement, à ce que j'aime? Et souvent dans les échanges avec les institutions, ça a été ça. Alors vous avez une compagnie, une association, vous êtes compagnie de danse ou vous êtes association solidaire, humanitaire, tout ça. J'ai dit non mais en fait je suis les deux. C'est pas possible. Je vais soit l'un ou l'autre. J'ai quand même continué seul, c'est jamais seul en fait, par les institutions. Mais cette force-là qui vient de toutes ces personnes qui pensent qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, le fait qu'aujourd'hui, ça a beaucoup de place, ces associations-là justement, qui ne s'arrêtent pas à je suis danseuse, je fais mes spectacles dans les scènes, je fais des choses à Saint-Michel, c'est ouvert à tout le monde. C'est aussi du spectacle, c'est aussi du culturel, et c'est juste la vie. Et je crois que j'aime moi faire des choses qui représentent juste la vie. Pas inventer des choses qui n'existent pas, en tout cas dans mon regard. C'est pour ça que ce lieu où il y a des enfants qui courent, où il y a des poussettes, où il y a... C'est aussi ça.